Vous savez, nous sommes dans une époque où la fusée, le missile, le lance-roquette sont monnaie courante dans les combats. Il faut tout de même avoir confiance que de tels matériels ont toujours plus ou moins existé. Les Chinois connaissaient par exemple le principe de la fusée depuis très longtemps, et les Indiens l'ont appliqué bien avant tout le monde. On va donc s'intéresser ici au projectile à la Congrève, qui a notamment été utilisé pendant les guerres napoléoniennes. Son nom vient de l'homme qui l'a mis au point, Sir William Congreve, du célèbre arsenal de Woolwich. Ses travaux s'inspiraient d'un matériel utilisé par les Indiens de Mysore, qui ont donné beaucoup de fil à retordre aux Anglais à l'époque. C'est-à-dire que Tipu Saïb, le potentat local, qui a été particulièrement dur à soumettre en cette fin du XVIIIe siècle, utilisait en masse des fusées lancées sur les Anglais depuis des rampes. Or, les Indiens s'étaient rendus compte qu'elles se mettaient à tournoyer sur elles-mêmes en bout de course. Ils avaient donc fixé des épées à leurs extrémités, ce qui faisait qu'une pluie de lames tombait sur les habits rouges un peu désabusés. Et la chose produisait un grand effet, notamment dans les mentalités. Donc Congreve a utilisé ce système qui a semblé prometteur. Mais il n'a pas mis d'épée sur les fusées parce que c'était un procédé qui était jugé un peu barbare. Et donc ces premiers modèles de fusées mis au point ont été utilisés contre le port de Boulogne en 1806. C'est-à-dire que de nombreux navires, qui étaient en bois à l'époque, faut le signaler, ont été incendiés par ces projectiles sifflants lancés depuis la mer. L'année suivante, les Anglais en envoyèrent plus de 20 000 contre Copenhague, puisque le Danemark était allié à Napoléon, en faisant des ravages considérables dans la ville. Elles étaient également présentes sur Terre, notamment à Waterloo, quelques dessins peuvent le montrer. En effet, leur bruit caractéristique effrayait les chevaux, qui est un animal qui est dur d'habituer au combat, au feu, ce qu'on ne dit jamais assez. Et ces armes ressemblaient à des projectiles de feu d'artifice. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, on les lançait depuis une rampe avec une mise à feu à distance. Elles existaient en plusieurs calibres, elles étaient très facilement transportables et rapidement mises en place par les membres du Rocket Corps. En fait, quelques hommes suffisaient pour servir ces engins, dont la portée avoisinait tout de même les 2000 mètres, c'est-à-dire 2 fois plus que les canons de l'époque. Bien entendu, ils n'avaient pas la même précision. Il faut savoir que de nombreux pays coalisés ont utilisé ce système. On en vit par exemple à Leipzig, dans l'armée russe, etc. Malgré ces qualités, je vous l'ai dit, elles étaient très imprécises, et même si elles parvenaient à toucher leur but, leur pouvoir de destruction sur des cibles vivantes demeurait très limité. À la paix, en 1815, le matériel restait toujours controversé et finalement a végété. D'autant plus que les navires se sont n'ont peu à peu cessé d'être en bois, mais ça n'a pas disparu d'un coup. Et les Britanniques l'ont encore utilisé, par exemple à Isandlwana en 1879, dans la guerre contre les Zoulous, où ils ne furent pas d'une grande utilité. On peut le voir d'ailleurs dans le film Zulu Down, qui est un très bon film sur cette guerre. En 1890, en Afrique allemande, des photos montrent encore justement les Allemands avec de tels matériels. Vous pouvez les voir sur le site de la Bundesarchiv. Si vous voulez en savoir plus sur ces armes un peu particulières, vous pouvez notamment lire l'article Fusée à la Congrève dans le dictionnaire Napoléon, ou l'uniforme et les armes des soldats du Premier Empire, tome 1, de Linian et Fred Funken. Voilà pour aujourd'hui.